La trêve internationale bat son plein et arrive sans doute au meilleur moment pour l'OM qui sort d'un début de saison compliqué avec 2 défaites en 3 matchs et qui vient de terminer son mercato il y a maintenant une semaine. En attendant la reprise face à Lorient puis les grosses échéances contre le Real et Paris, je profite de la pause pour faire le bilan du mercato et pour qu'on puisse se poser une question générale, est-ce que l'OM a l'effectif pour réaliser une grande saison sur tous les tableaux ? Comme d'habitude, avant de commencer, donnez-moi votre avis sur le mercato d'été de l'OM. Est-ce que vous pensez que les dirigeants ont réussi leur mission ? L'OM et De Zerbi sont-ils armés pour faire une grande saison selon vous ? Quels sont les recrues qui vous plaisent le plus et quel est votre avis sur les joueurs qui sont partis ? J'attends vos ressentis dans les commentaires. Alors pour commencer cette analyse du mercato, je voulais d'abord qu'on se focalise sur les départs, certains qui étaient attendus et d'autres auxquels on s'attendait moins. Dans la première catégorie, on pense forcément à celui de Luis Enrique qui sonnait comme une évidence. Il venait de faire la meilleure saison de sa carrière avec 9 buts et 9 passes D en étant un élément très important pour De Zerbi par sa capacité à jouer ailier gauche et piston droit, même s'il faut quand même se souvenir qu'il a eu quelques trous d'air en cours de saison. Quand on a entendu parler d'intérêt de clubs européens et d'un potentiel transfert important, on savait qu'il serait l'un des premiers joueurs à partir cet été, et pour le coup l'opération est excellente pour l'OM qui récupère quasiment 25 millions en le vendant à l'Inter alors que ça semblait impossible il y a un an de ça, et c'est aussi un super projet pour Luis Enrique qui rejoint un club ambitieux et compétitif sur la scène européenne. À côté de ça, il y a le transfert de Jonathan Rowe qui s'est accéléré après l'altercation avec Rabiot mais qui était déjà dans les tuyaux avant ça. Un départ que j'imaginais pas forcément au départ parce que sa prépa était prometteuse et j'espérais aussi le voir jouer plus régulièrement après une première saison d'adaptation où il a quand même pu montrer des choses intéressantes, mais forcément avec l'arrivée d'un titulaire à gauche, c'est pas illogique d'avoir voulu s'en séparer pour récupérer une somme proche des 20 millions d'euros, et je pense que le joueur lui-même est content de signer à Bologne où il aura un statut plus important qu'à Marseille. Il y a le départ de Rongier qui semblait aussi inévitable puisque ça bloquait pour sa prolongation, il a refusé plusieurs offres et on avait l'impression que les deux parties ne pourraient pas trouver de terrain d'entente. Perso, j'aurais préféré le voir partir à l'étranger plutôt que de renforcer un club de Ligue 1, c'est un joueur qui a toujours convaincu ses coachs et qui nous a encore fait du bien la saison dernière. Pour autant, si on veut retenir le positif, on récupère 5,5 millions plutôt que de le voir partir libre l'été prochain, et la masse salariale libérée nous a permis de faire d'autres investissements. Dans le même temps, on a profité des discussions avec Rennes pour vendre Merlin qui m'a pas franchement convaincu la saison dernière en dehors de quelques fulgurances. Ça reste un joueur de qualité qui peut franchir un cap à Rennes mais j'étais pas déçu de le voir partir. On récupère 13 millions d'euros après l'avoir acheté 10 à Nantes, l'opération n'est pas mauvaise non plus. Évidemment, la très grosse perte sportive, c'est celle de Rabiot au terme d'une situation totalement lunaire. L'altercation, les réactions des uns et des autres, l'évocation d'une réintégration possible, puis finalement un transfert de 10 millions dans les dernières heures du mercato, et un départ dans le silence le plus complet, c'est dommage que ça se termine comme ça. Il y a aussi des départs qui étaient vraiment nécessaires avec plusieurs joueurs considérés comme indésirables qui avaient repris l'entraînement avec la Pro 2 quand les autres étaient partis en stage. On pense à Unai dont le départ a mis du temps à se dessiner mais qui a finalement été transféré à Gérone pour 6 millions d'euros avec un pourcentage à la revente, qui a aussi permis de se séparer de son gros salaire d'un peu plus de 4 millions d'euros annuels et d'avoir plus de marge de manœuvre pour terminer le mercato. Mumbagna est parti à Cremonese en prêt avec option d'achat de 7 millions d'euros qui nous permettrait quasiment de récupérer ce qui a été investi si le club italien la lève en fin de saison. Bamo Meïté est lui retourné à Lorient en prêt avec option d'achat de 7 millions d'euros aussi. On va limiter la casse s'il l'achète en fin de saison et c'était important qu'il parte se relancer sachant que De Zerbi ne compte pas du tout sur lui. Simon a lui aussi été mis à l'écart en début d'été avant de partir à Montpellier sous la forme d'un transfert gratuit auquel s'ajoute un bonus en cas de montée, un pourcentage à la revente et une priorité de rachat pour l'OM, ce qui veut dire que les dirigeants ont voulu garder la main dans le dossier. C'est pas pour me déplaire parce que c'est un gardien que j'apprécie beaucoup pour ceux qui connaissent la chaîne depuis un petit moment. Ismaël Koné a lui été prêté à Sassuolo, un prêt payant de 2,5 millions avec une option d'achat de 10 millions qui nous permettrait de récupérer plus ou moins l'investissement de base s'il décide de le conserver en fin de saison. Il y a aussi le départ de Cornelius qui n'était pas un lofter mais qui a été prêté avec une option d'achat de 4 millions d'euros aux Rangers. Un bon projet pour lui parce qu'il va jouer l'Europa League et surtout avec les recrues en défense, son temps de jeu n'aurait pas été énorme cette saison. On peut ajouter Luis Felipe qui a résilié son contrat en tout début de mercato, ça restera l'un des échecs majeurs des dernières saisons parce que c'est un super défenseur qui a été miné par les blessures et qui n'a joué que 4 matchs pour 2 comme titulaire à Marseille. Les dirigeants ont réussi à trouver une solution pour se séparer de son gros salaire et Luis Felipe va maintenant tenter d'enchaîner du côté du Rayo Vallecano. En dehors de Simon, les dirigeants ont aussi opté pour la méthode du transfert gratuit avec Gaël Lafont qui est parti gratuitement pour le Genoa avec un pourcentage à la revente. Yakin Saïd Madi a rejoint l'équipe B de Valenciennes même si on manque de détails sur le prix et sur un éventuel pourcentage à la revente. Saya Sea est lui parti libre du côté de Catanzaro, même chose pour Kabamba au Gazélec. Toujours chez les jeunes, Alexis Koum a été prêté à Valenciennes sans option d'achat pour prendre de l'expérience. Même chose pour Ronny Mimbaeng qui est parti du côté d'Aubagne en national et dont on parlera évidemment dans Focus sur les prêtés à la fin du mois pour faire un premier bilan.
L'un des points négatifs de ce mercato d'été, c'est qu'il y a encore plusieurs joueurs indésirables au club, même s'il reste encore quelques marchés d'ouverts. Mopé a été relégué dans la hiérarchie et ne veut visiblement pas partir malgré les prétendants qui se sont positionnés. Lirola n'a pas trouvé preneur cet été et c'est pas faute de l'avoir proposé à énormément de clubs qui n'ont pas donné suite jusqu'à présent. Ruben Blanco est toujours là dans son rôle de gardien numéro 5 avec son énorme salaire qui pèse sur les finances du club. On peut ajouter François-Régis Muguet qui est désormais un habitué du loft et qui n'a pas trouvé de nouveau club, mais aussi Amin Harit qui est toujours dans le groupe même s'il n'a pas été inscrit sur la liste pour la Ligue des Champions. Il aurait des prétendants au Moyen-Orient, donc à voir ce qui va se passer. Encore une fois, l'OM a été très actif dans le sens des arrivées, ça devient une habitude depuis l'arrivée de Pablo Longoria. C'est pas vraiment surprenant dans le sens où on entame la deuxième saison du projet avec la Ligue des Champions qui nous pousse à être plus ambitieux et à faire des ajustements pour se donner les meilleures chances de faire une belle saison sur tous les tableaux. La première phase consistait à profiter des opportunités en recrutant des joueurs libres. D'abord la signature d'Angel Gomez qui n'avait pas prolongé au LOSC et qui était une opportunité à saisir. Un bon milieu de terrain qui colle à ce que des Herbiers recherchaient et qui a une valeur marchande estimée autour de 20 millions d'euros. Dans le même temps, CJ Egan-Riley est arrivé libre après la fin de son contrat à Burnley, lui aussi estimé autour de 16 millions d'euros sur Transfermarkt, puis un peu plus tard dans le mercato, il y a eu l'arrivée d'Aubameyang qui a résilié avec Al-Qadsia et qui est toujours performant à maintenant 36 ans. Les dirigeants ont aussi fait des investissements importants avec l'arrivée de Facundo Medina qui était dans les tuyaux depuis le mois de janvier et qui est arrivé sous la forme d'un prêt payant de 2 millions d'euros avec une option d'achat obligatoire de 18 millions d'euros, un très bon défenseur qui connaît parfaitement la Ligue 1, qui a toutes les qualités et le caractère pour faire de grandes choses à Marseille. Si tous les bonus sont atteints, Igor Paixão deviendra le transfert le plus coûteux de l'histoire du club. 30 millions plus 5 millions de bonus, c'est pas illogique pour un joueur qui sort d'une excellente saison à Feyenoord avec 18 buts, 19 passes D, toutes compètes confondues. C'est la recrue qui me hype le plus parce qu'il doit absolument nous apporter une vraie valeur ajoutée sportivement parlant, et pour l'instant il faut prendre notre mal en patience parce qu'il n'est toujours pas opérationnel alors que la LDC approche à grands pas. Après l'échec Joël Ordonez en fin de mercato, l'OM a posé 23 millions sur la table pour faire signer Naïef Aguerd qui a vraiment toutes les qualités pour devenir le nouveau patron de la défense, même s'il y a une inquiétude par rapport à sa tendance à se blesser, comme on l'a dit dans la vidéo de présentation il y a quelques jours. De Zerbi a aussi insisté pour Timothy Weah qui a été un dossier hyper long à se concrétiser parce que la Juve ne voulait pas lâcher le morceau. Ça s'est finalement bouclé pour environ 18 millions d'euros entre le prêt payant, l'obligation d'achat et les bonus, pour un joueur qui représente une solution à tous les postes ou presque. L'arrivée de Benjamin Pavard traduit une certaine ambition parce qu'il a énormément d'expérience, il a remporté beaucoup de trophées dans sa carrière et pas les moins prestigieux. C'est un ajout hyper important dans l'effectif avec une opération qui est plutôt à notre avantage. Prêt payant de 2,5 millions avec une option d'achat non obligatoire de 16 millions d'euros qui reste très correcte pour le niveau du joueur. En dehors d'Aguerd qu'on a déjà évoqué un peu plus tôt, ça s'est vraiment agité dans les derniers jours du mercato. Il y a eu une grosse période de creux avant l'arrivée d'Ahmed Junior Traoré qui me plaît d'ailleurs vraiment beaucoup pour l'avoir suivi depuis Sassuolo jusqu'à sa super saison à Auxerre. Après avec option d'achat obligatoire de 8 millions d'euros et a priori Bournemouth conserve 50% des droits du joueur mais la nature de l'opération est toujours très floue avec plusieurs informations contraires. Ensuite, Emerson Palmieri est arrivé pour 700 000 euros avec 300 000 euros de bonus et l'objectif de compenser le départ de Quentin Merlin, même si Medina sera certainement le titulaire à gauche. L'OM a aussi profité du retrait de la Juventus pour boucler l'arrivée de Matt O'Reilly sous la forme d'un prêt sec, mais aussi l'arrivée d'Arthur Vermieren en prêt payant d'1,5 million avec une option d'achat non obligatoire de 20 millions. Je me suis volontairement pas attardé sur les joueurs puisqu'on en a parlé longuement dans les vidéos de présentation qui sont toujours disponibles. Je vous mettrai les liens en commentaire épinglé et probablement la playlist sur l'écran de fin de vidéo pour que vous puissiez cliquer directement dessus. Alors maintenant, est-ce qu'on peut dire que l'OM a réussi son mercato d'été? Est-ce que De Zerbi est parfaitement armé pour mettre en place son jeu et permettre à l'équipe de briller sur toutes les compétitions? Personnellement, je pense que l'équipe s'est vraiment renforcée cet été, même si la perte de Rabiot ne pouvait pas être compensée à niveau égal au vu de nos moyens. De Zerbi aura notamment l'embarras du choix en défense centrale avec Aguerd et Pavard qui sont des titulaires en puissance, Balerdi qui va enfin être concurrencé et qui pourra peut-être élever son niveau de jeu aux côtés de défenseurs plus expérimentés qui font moins de fautes de concentration. Il y a aussi Egan Riley qui a montré des choses intéressantes avant son expulsion contre Lyon, et Kondogbia qui pourra rendre service derrière comme au milieu. On sait pas si ça partira sur une défense à 2 ou à 3 centraux, est-ce qu'on aura le droit à un Pavard côté droit, Medina à gauche et le duo Balerdi-Aguerd en charnière? C'est difficile à dire à l'heure actuelle, mais on aura une première réponse le week-end prochain contre Lorient, et une idée bien plus précise face au Real et Paris. On a aussi un bel équilibre au poste de gardien, une concurrence saine entre Rouli et Delangue, puis Vermo et Van Neck qui sont importants pour le groupe et qui s'entraînent très bien pour pousser les deux premiers. Sur le côté droit, De Zerbi aura le choix entre Murillo, Weah et Pavard, même s'il préfère jouer dans l'axe.
À gauche, ça va se jouer entre Medina, Emerson et potentiellement Garcia, même s'il n'est pas inscrit pour la Ligue des Champions. Au milieu aussi, ça va donner des mots de tête au coach qui titularisera très certainement Højbjerg, mais la question c'est de savoir qui va l'accompagner. Vermeeren est un profil plus défensif qui pourrait lui permettre de se concentrer sur des tâches plus offensives. Gomez est titulaire depuis le départ, mais les différentes arrivées pourraient changer la donne. Matt O'Reilly pourrait jouer à tous les postes du milieu, même s'il a révélé qu'il préférait le poste de numéro 10. Nadir et Kondogbia auront aussi leur mot à dire, tout comme Daryl Bakola qui a montré des choses intéressantes depuis le début de l'été. Offensivement, je trouve qu'on est très bien fourni, une concurrence Paixão, Traoré à gauche c'est vraiment pas mal, Greenwood sera certainement concurrencé par Weah puisqu'on n'a pas réussi à faire Zegrova en fin de mercato, tout en sachant qu'Abdallah monte en puissance et que son profil plaît à tous les étages du club. Devant, t'as Guiri, Aubameyang, Robinho Vaz et même éventuellement Neal Maupay qui n'est pas parti cet été, donc De Zerbi a vraiment le matos pour faire une belle saison, il pourra difficilement se plaindre du mercato pour justifier des périodes difficiles, donc pas d'excuses, même si on pourra toujours faire un ou deux ajustements cet hiver pour améliorer l'effectif. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir un effectif bien fourni avec les postes qui sont doublés, le recrutement de joueurs polyvalents qui te permettent de changer de système au besoin puisqu'ils sont parfaitement adaptables, un banc bien fourni et l'intégration de jeunes issus de la post-formation qui commencent à taper à la porte des pros. Sur le papier, il y a une vraie amélioration par rapport à la saison dernière où on avait des Brassier, Koné, Wai ou Luis Felipe qui étaient des flops en puissance. Alors oui, tu perds Rabiot et Rongier qui étaient des joueurs importants, mais globalement je continue de penser que le mercato est vraiment pas mal sur le papier, même si comme toujours c'est la vérité du terrain qui va compter. Et c'est par rapport à ça qu'on pourra vraiment juger si le mercato est réussi dans quelques mois, mais je considère que l'OM et De Zerbi sont bien armés pour faire une belle saison. L'objectif reste de se qualifier en Ligue des Champions pour une deuxième année consécutive, de bien figurer en Coupe d'Europe avec le top 24 en ligne de mire, et bien sûr de faire de la Coupe de France un objectif, parce que 36 ans sans la gagner ça reste une vraie anomalie dans l'histoire du club, surtout quand tu repenses au final contre Paris et Sochaux, puis forcément à la catastrophe Annecy alors que tu venais de faire un match légendaire face au PSG dans un vélodrome en fusion. A mon sens, on a un effectif suffisamment fourni pour jouer sur tous les tableaux et pouvoir faire du turnover entre les matchs. Maintenant, effectivement, on peut parler à nouveau du manque de stabilité, mais à certains postes, c'était vraiment nécessaire de recruter des joueurs qui sont supposés être plus performants que ceux qu'on a laissés partir. En tout cas, pour conclure, l'avenir nous dira si les choix ont été bons ou si on devra en regretter certains. Forcément, le départ de Rabiot noircit un peu le tableau, mais l'équipe est construite intelligemment, avec des postes doublés, des joueurs d'un certain niveau qui ont de l'expérience en Coupe d'Europe. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, toutes les recrues de l'été ont joué au moins un match européen dans leur carrière, même si c'est limité pour Traoré et Egan Riley. Aubameyang et Pavard sont des habitués, Paixão en a joué 25, Gomez 24, Medina en a également 8 au compteur, et Emerson a gagné tous les trophées majeurs en dehors de la Coupe du Monde. Il y a aussi quelques joueurs qui connaissent bien la Ligue 1, c'est aussi un bon point. Maintenant, faut que la mayonnaise prenne et aussi recréer un bon esprit de groupe comme la saison dernière, sachant que plusieurs joueurs sont partis et que d'autres viennent tout juste d'arriver. Peut-être que De Zerbi et les dirigeants feront le choix d'organiser des stages comme ceux de Malmort ou de Rome pour avoir un maximum de cohésion, mais à voir dans les prochaines semaines. Ça peut être une bonne idée dans le sens où beaucoup de recrues sont arrivées tardivement et ça devient une habitude puisque les derniers jours du mercato permettent de faire de meilleures opérations financières, même si c'est toujours mieux d'avoir la plupart des recrues au moment de la prépa, pour travailler les automatismes avant le début de la saison. Là, ça va sûrement prendre quelques matchs pour qu'on atteigne une vraie alchimie au sein de l'équipe. A noter aussi qu'on sera probablement privé de plusieurs joueurs pendant la CAN, Aguerd, Traoré, Guiri, Aubameyang et peut-être Nadir s'il est sélectionné. Ça pourrait leur faire louper 4 matchs, d'abord l'Union Saint-Gilloise, puis Monaco, Nantes et Angers, donc De Zerbi devra trouver des solutions pour les remplacer à ce moment-là. De mon côté, j'arrive à la fin de cette analyse de fin de mercato qui nous a permis de se projeter un peu sur la saison 2025-2026 maintenant que l'effectif est plus ou moins au complet. Je ferai sans doute une vidéo centrée sur les compos la semaine prochaine ou après les matchs contre le Real et Paris. Si vous avez aimé cette analyse, n'hésitez pas à laisser un like pour le soutien et pour participer au référencement, de vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos, et si vous êtes resté jusqu'à la fin, écrivez mercato dans les commentaires. Un grand merci à tous de m'avoir suivi tout au long de ce mercato d'été, même si j'ai été un petit peu moins actif que les années précédentes. L'idée c'était de se concentrer sur l'essentiel et pas de faire des vidéos à tout va alors qu'il n'y avait pas grand chose à raconter. J'espère que vous serez également nombreux à me suivre pour la suite de la saison qui s'annonce excitante avec toutes les compétitions dont on a parlé. Il y aura les débriefs, les avant-matchs, des vidéos d'actualité, des analyses, le retour également de focus sur les internationaux et de focus sur les prêtés, et peut-être aussi le retour de que sont-ils devenus, mais à voir dans les prochaines semaines. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo qui sera probablement le premier épisode de Focus sur les internationaux justement, qui sortira probablement mercredi soir ou jeudi midi. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.